Un vent froid soufflait dans les rues, soulevant la poussière et la paille. Le matin d'hiver commençait par le son de la cloche qui appelait les habitants à vaquer à leurs occupations commerciales. Le long de la route principale, des échoppes étaient déjà installées, dégageant une odeur de pain frais et de viande rôtie. À la porte de la plus grande boutique, où l'on vendait des tissus, du vin et des épices d'outre-mer, se tenait un homme en haillons. Son manteau était troué, ses cheveux emmêlés, ses mains tremblaient de froid. Il entra timidement, mais le marchand, remarquant ses bottes sales et son visage balafré, fronça les sourcils. Il dit que les gens comme lui n'avaient rien à faire ici et lui indiqua la porte. Les gens autour rirent et le mendiant, la tête baissée, sortit dans la rue. C'est ainsi que commença l'histoire qui bouleversa le destin de toute une ville. Mes amis, je suis heureux de vous accueillir. Dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires, je serai très intéressé de le savoir. Je vous souhaite une bonne écoute. Après ce jour-là, le mendiant erra longtemps dans les environs. On le prenait pour un simple sans-abri, mais parfois, il disparaissait dans la forêt, comme s'il se cachait des gens. Certains enfants couraient vers lui pour lui jeter des pierres ou simplement se moquer de lui, et seuls les vieillards lui donnaient parfois un morceau de pain. Le marchand, celui-là même qu'il avait chassé, était satisfait. Son magasin prospérait, il concluait des affaires et se vantait de savoir distinguer les acheteurs honnêtes des vagabonds. Un soir, un cortège arriva aux portes du village. En tête, roulaient des cavaliers en armure, suivis d'une calèche arborant les armoiries de la cour royale. Tous les habitants se précipitèrent dans la rue. Le héros annonça que le roi cherchait de nouveaux membres pour son conseil, car les anciens conseillers étaient enlisés dans des disputes et incapables de prendre des décisions. Le marchand, sûr de son importance, présenta immédiatement sa candidature et se vanta auprès de ses voisins qu'il occuperait bientôt une place à la cour. Les gens le croyaient, car il savait parler fort et avec assurance. Le lendemain, le messager revint au village et annonça la liste des personnes invitées à la cour. Parmi les noms figurait celui du mendiant. Au début, tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'une erreur, mais le messager a déclaré que le roi l'avait personnellement désigné. Le marchand a pâli et les gens ont commencé à chuchoter. Le mendiant est parti, le jour même, sans dire au revoir à personne. Des rumeurs commencèrent alors à circuler. Certains disaient qu'il était le fils d'un guerrier mort au combat, il y a de nombreuses années, et que le roi se souvenait de sa dette envers cette famille. D'autres affirmaient qu'il connaissait les secrets de la cour et qu'il revenait maintenant pour les révéler. Le marchand était convaincu qu'il s'agissait d'une machination de la part de personnes envieuses et attendait que la vérité soit révélée. Un mois plus tard, il fut convoqué au château. Il entra dans la salle du conseil et y vit le même mendiant, mais celui-ci portait désormais un manteau propre, ses cheveux étaient soigneusement coupés, et le roi lui-même était assis à ses côtés. Ce dernier le nomma son nouveau conseiller. Le marchand eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Après la première réunion du conseil, les rumeurs sur le nouveau conseiller se répandirent dans tout le comté. Les gens se demandaient comment il était possible que le mendiant d'hier se retrouve soudainement aux côtés du roi. Le marchand rentra chez lui, sombre et en colère. Il ne pouvait accepter que celui qu'il avait chassé de sa boutique soit désormais si haut placé. Lors des négociations, le marchand se mit à se plaindre à ses partenaires. Il affirmait que le roi s'était trompé et que la vérité serait bientôt révélée. Mais plus il parlait,
plus les gens se détournaient de lui. Il était plus avantageux pour eux d'être amis avec un homme qui était devenu un proche du roi qu'avec un marchand, même riche. Le marchand sentit pour la première fois que son influence s'amenuisait. Et au château, le mendiant, que l'on appelait désormais le conseiller Arnulf, se montrait un homme sensé. Il n'interrompait pas les anciens nobles, mais chacun de ses mots était juste. Il rappelait au roi ses promesses oubliées, proposait des solutions simples et compréhensibles. Lorsqu'un différend éclata au sujet des impôts pour les terres pauvres, Arnulf proposa de réduire les taxes et de les compenser par des droits de douane prélevés sur les riches marchands qui transportaient des marchandises depuis l'étranger. Le roi approuva. Les vieux nobles froncèrent les sourcils, mais les villageois poussèrent un soupir de soulagement. Le marchand se sentit à nouveau menacé. Ses revenus dépendaient directement du commerce, et les nouveaux droits de douane pesaient lourdement sur son portefeuille. Il décida de trouver le point faible du conseiller. Pour cela, il commença à interroger les vieillards et les voyageurs. Peu à peu, une histoire se dessina. On disait qu'Arnulf était le fils d'un simple écuyer, mort en sauvant le roi il y a de nombreuses années. À l'époque, le garçon avait été caché dans un monastère, mais il s'était enfui. Tout le monde le croyait disparu, mais il s'était en fait survécu et avait vécu pendant de nombreuses années comme un mendiant. Le marchand s'empara de cette histoire. Il estimait que le sang d'un écuyer ne rendait pas un homme égal aux nobles. Il considérait qu'un roturier n'avait pas le droit de s'asseoir à côté du roi. Mais au fond de lui, une pensée le tourmentait. C'était cet homme qui s'était présenté à sa porte, et il aurait pu l'aider, mais il était trop tard maintenant. Pendant ce temps, Arnulf renforçait de plus en plus sa position. Il savait écouter les gens simples, et le roi l'envoyait vérifier les plaintes et les dénonciations. Les gens lui faisaient confiance, car il connaissait lui-même la vie sans toit ni pain. Dans les rues, on l'accueillait chaleureusement. Un jour, un colis contenant un vin rare destiné au roi fut livré dans la ville. Personne ne se doutait que le vin était empoisonné. Le serviteur qui portait la cruche glissa et quelques gouttes tombèrent sur un arbre. Le jour même, les feuilles noircirent. Arnulf le remarqua et ordonna immédiatement de tout jeter. C'est ainsi qu'il sauva le roi. Après cet incident, le roi lui accorda une confiance sans faille. Le marchand comprit que son rival était non seulement intelligent, mais aussi attentif. Ses tentatives pour l'humilier semblaient de plus en plus vaines. Mais un nouveau rebondissement attendait tout le monde. Une femme, vêtue d'un manteau sombre, arriva en ville. Son visage était caché par un voile, mais quelqu'un reconnut en elle la fille du vieux chevalier qui avait péri avec le père d'Arnulf. Elle cherchait son frère, qu'elle avait perdu il y a de nombreuses années. Le marchand fut le premier à l'apprendre. Il décida de profiter de son arrivée pour détruire la position du conseiller. Il envoya des hommes la suivre. À ce moment-là, Arnulf était assis dans la salle et examinait les plaintes. Lorsqu'il entendit le nom de cette femme, son cœur se serra. Des souvenirs d'enfance lui revinrent à l'esprit. Le bûcher au bord de la route et les cris de sa mère. Il comprit qu'il s'agissait de sa sœur. Le marchand, au contraire, décida de jouer là-dessus. Il eut l'idée de présenter cette rencontre comme si le conseiller cachait un membre de sa famille lié aux ennemis du roi. La situation devenait peu à peu dangereuse. Chaque pas pouvait désormais se transformer en malheur. La femme qui était arrivée en ville s'était arrêtée chez un forgeron qui avait autrefois connu son père. Elle ne dévoilait pas son visage, mais racontait
qu'elle cherchait son frère, qu'elle avait perdu depuis longtemps. Les gens l'écoutaient avec intérêt, car tout secret devenait rapidement un sujet de conversation dans les rues. Le marchand ordonna à ses hommes de la surveiller. Il espérait trouver des preuves qui discréditeraient le conseiller Arnulf. Dans son imagination, un plan se dessinait déjà. Prouver que la sœur du conseiller était liée aux ennemis et accuser Arnulf de trahison. Pendant ce temps, Arnulf apprit l'arrivée de la femme par un garde qui l'avait vue chez le forgeron. Il hésita longtemps. Au fond de lui, il craignait que le passé ne détruise son présent. Mais pendant la nuit, il se rendit tout de même à la forge. Lorsqu'il vit ses yeux, il n'eut plus aucun doute. C'était sa sœur. Elle le reconnut immédiatement à la cicatrice sur sa joue qu'il avait reçue lorsqu'il était enfant. Ils s'embrassèrent, et le silence de la rue fut témoin de leur rencontre. La femme raconta qu'elle avait vécu toutes ces années dans différents pays, fuyant les guerres et la famine. Elle dit qu'elle avait toujours cru que son frère était vivant. Arnulf sentit que le passé qu'il avait tenté d'oublier revenait le hanter. Le marchand, qui les observait de loin par l'intermédiaire de ses serviteurs, décida immédiatement de tirer parti de cette scène. Il ordonna de rédiger une dénonciation. Dans celle-ci, il affirmait que la sœur du conseiller avait vécu pendant de nombreuses années chez les ennemis et qu'elle pouvait désormais apporter des nouvelles dangereuses. Quelques jours plus tard, la dénonciation parvint aux anciens nobles. Ceux-ci s'en emparèrent, car ils ne voulaient pas voir un roturier aux côtés du roi. Ils commencèrent à murmurer à l'oreille du roi qu'Arnulf cachait des secrets. Mais le roi se souvenait comment le conseiller l'avait sauvé du vin empoisonné et ne se précipita pas pour tirer des conclusions. Afin de vérifier les accusations, le roi convoqua Arnulf et ordonna qu'on lui amène sa sœur. Tout le monde se rassembla dans la salle, les nobles, le marchand, les gardes et les simples citoyens qui avaient été admis pour assister au spectacle. Le marchand espérait que le conseiller serait désormais déshonoré. Mais lorsque la femme raconta son histoire, il s'avéra qu'elle n'avait pas vécu chez des ennemis, mais chez la famille d'un chevalier qui avait servi le roi pendant de longues années. Elle montra un signe, une bague que lui avait offerte ce chevalier, et tout le monde reconnut le blason. Les nobles se turent, et le marchand pâlit. Au lieu d'une accusation, l'histoire se transforma en reconnaissance. La famille d'Arnulf avait toujours été fidèle au roi. Le roi se leva et déclara que la dette de son père envers cette famille était grande. Il reconnut la sœur d'Arnulf et lui permit de rester à la cour. Le peuple applaudit. Il voyait la justice triompher. Le marchand avait essuyé un échec, mais il n'abandonna pas ses plans. Son magasin rapportait toujours de l'argent, et il était convaincu que l'or pouvait tout résoudre. Il se mit à chercher des alliés parmi les nobles qui détestaient le nouveau conseiller. Pendant ce temps, Arnulf prouvait de plus en plus sa valeur. Il proposait au roi des idées pour renforcer l'armée sans imposer de nouveaux taxes. Il savait écouter les simples artisans, et même les gardes disaient qu'il était un homme honnête. Les gens voyaient en lui l'un des leurs, ce qui suscitait la jalousie de la noblesse. Quelques semaines plus tard, un chariot transportant des tissus arriva dans la ville. Il avait été amené par un marchand, mais il s'avéra que les ballots cachaient des lettres provenant du duché voisin. Ces lettres étaient dangereuses, elles faisaient état d'un accord secret. Lorsque les gardes arrêtèrent le chariot, le marchand déclara ne rien savoir. Mais parmi les lettres, on trouva des papiers portant son sceau. Le roi était furieux. Le marchand fut convoqué pour être interrogé. Il jura qu'on l'avait piégé, mais les preuves étaient évidentes. Il comprit alors
que le seul moyen de se sauver était de s'en prendre à nouveau à Arnulf. Il déclara que c'était le conseiller qui avait tout manigancé pour se débarrasser de lui. Les nobles se mirent à murmurer et la dispute reprit. La situation se transforma en un véritable thriller. Personne ne savait qui disait la vérité et qui mentait. Même le roi se mit à réfléchir. Arnulf resta silencieux. Il comprit que les mots ne prouveraient rien. Il fallait une action qui démontrerait son honnêteté. Un silence tendu régnait dans la salle d'interrogatoire. Le marchand répétait que le conseiller Arnulf avait organisé la découverte des lettres afin de l'écarter. Les nobles attendaient une réponse, espérant prendre Arnulf en flagrant délit. Le roi le regardait attentivement, comme s'il essayait de comprendre s'il disait la vérité sans parler. Arnulf ne se justifia pas. Il demanda seulement au roi de permettre une vérification. Il dit que s'il était coupable, il était prêt à donner sa vie. Le roi accepta. Arnulf se tourna alors vers les gardes et leur ordonna d'inspecter tous les entrepôts du marchand. La vérification dura toute la journée. À la fin, les gardes apportèrent dans la salle plusieurs coffres remplis d'or et de marchandises, sur lesquels figuraient les sceaux du duché voisin. C'était la preuve que le marchand menait depuis longtemps des affaires secrètes. La foule rassemblée devant le palais était en effervescence. Les gens comprenaient que leurs marchands les avaient tous trompés, profitant du malheur des autres. Le roi annonça que le marchand serait privé de ses droits et de sa fortune. Ses biens furent confisqués. Les gens se réjouissaient, mais au fond de lui, Arnulf comprenait qu'un tel homme n'abandonnerait pas. Et en effet, cette même nuit, le marchand réussit à s'échapper de sa garde. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles des nobles mécontents l'avaient aidé. Il disparut, et seulement parfois, on entendait dire en ville qu'il recrutait des mercenaires et cherchait des alliés pour revenir. Pendant ce temps, la vie au palais changeait. La sœur d'Arnulf commença à aider à la cour. Elle s'occupait des pauvres, distribuait du pain provenant des réserves royales et gagna rapidement le respect de tous. Les gens voyaient désormais dans la famille d'Arnulf un exemple d'honnêteté et de dévouement. Mais les anciens nobles ne se sont pas avoués vaincus. Ils considéraient comme honteux qu'un roturier siège au conseil. L'un d'eux a décidé de tendre un piège. Il a envoyé un serviteur apporter dans la salle un faux document signé par Arnulf. Ce document faisait état d'un complot contre le roi. Si le roi avait cru ce document, Arnulf aurait été condamné à mort. Mais le hasard l'a encore sauvé. Parmi les gardes se trouvait un jeune scribe qui avait autrefois étudié avec Arnulf au monastère. Il a reconnu que la signature était fausse, car il a remarqué une vieille erreur dans l'écriture des lettres qu'il corrigeait souvent lui-même dans les livres. La vérité fut ainsi révélée, et le serviteur envoyé fut arrêté. Le roi comprit qu'Arnulf avait trop d'ennemis. Il lui dit qu'il devait être prudent et ordonna qu'on lui attribue une garde personnelle. Mais Arnulf refusa. Il dit qu'il faisait davantage confiance aux gens simples qu'aux épées des nobles. Ces paroles renforcèrent encore davantage sa réputation. Le peuple commença à le considérer comme un protecteur. Il était pour eux un héros méconnu qui avait réussi à se hisser au sommet. Cependant, le marchand, qui se cachait dans les bois, continuait à tisser sa toile. Il trouva un groupe de mercenaires et leur promit de l'or. Son plan était simple: attaquer le château et éliminer le conseiller avant qu'il ne devienne trop puissant. Une nuit, les gardes remarquèrent du mouvement près des murs. Plusieurs personnes tentaient de franchir le fossé. Elles furent capturées et, sous la torture, avouèrent avoir agi sur ordre du marchand. Le roi se mit en colère
et annonça qu'une récompense serait offerte pour la tête du marchand. Mais Arnulf demanda de ne pas verser de sang. Il proposa une autre solution, le capturer vivant et le traduire en justice afin que tout le peuple puisse voir la vérité. Le roi accepta et la chasse aux fugitifs commença. À cette époque, les rumeurs allaient bon train dans la ville. Certains disaient que le marchand avait conclu une alliance avec les ennemis et qu'il reviendrait avec une armée. D'autres disaient qu'il se cachait parmi les mendiants et préparait un attentat. Les gens vivaient dans l'angoisse et chaque nouveau jour semblait être un pas vers le malheur. Arnulf comprenait que l'épreuve principale était encore à venir. La recherche du marchand fugitif dura des semaines. Les gardes fouillaient les forêts, contrôlaient les routes et interrogeaient les paysans. Mais il semblait que la terre l'avait englouti. Les gens commençaient à avoir peur. Il pouvait revenir à tout moment avec ses ennemis et organiser un massacre. Un jour, un voyageur arriva au château. Il était vêtu simplement d'un manteau de voyageur et semblait fatigué après un long voyage. On le laissa entrer chez le roi, car il affirmait apporter des nouvelles importantes. Dans la salle, il dit qu'il savait où se cachait le marchand. Personne ne le crut tout de suite, mais il sortit un signe distinctif, une bague en or avec les armoiries d'une famille étrangère. Il expliqua qu'il avait autrefois servi dans l'armée du duc, où le marchand cherchait du soutien. Le roi fronça les sourcils, mais Arnulf écouta attentivement. Le voyageur raconta que le marchand avait conclu une alliance secrète, mais que le duc lui-même l'avait trompé, lui prenant une partie de l'or et le chassant. À présent, le marchand se cachait dans une tour abandonnée, près de la rivière, avec une poignée de mercenaires affamés et aigris. Le roi ordonna de vérifier les dires du voyageur. Plusieurs gardes se rendirent à la tour et revinrent avec la confirmation que tout était vrai. Il devint alors évident que le voyageur les avait sauvés d'un grand malheur. Le roi lui demanda qui il était. L'homme répondit qu'il n'attendait aucune récompense, mais qu'il souhaitait seulement servir honnêtement. C'est lui qui devint leur bienfaiteur inattendu. Son aide permit d'arrêter le marchand alors qu'il s'y attendait le moins. À l'aube, une troupe de soldats dirigée par Arnulf encercla la tour. Le marchand tenta de résister, criant qu'on l'avait trahi, mais les forces étaient inégales. Il fut capturé vivant, comme le souhaitait Arnulf. Le même jour, il fut conduit sur la place publique. Le peuple s'était rassemblé pour entendre ce que le roi allait dire. Le marchand était enchaîné et la foule lui criait des insultes. Il tenta de se justifier, affirmant qu'il avait été trompé et que tout était de la faute du conseiller. Mais ses paroles restèrent sans effet. Arnulf s'adressa au peuple. Il dit qu'autrefois, cet homme l'avait chassé de sa boutique, le considérant comme sale et inutile. Mais la vérité avait montré que la dignité d'un homme ne se mesure pas à ses vêtements ni à sa richesse, mais à ses actes. La foule répondit par un murmure d'approbation. Le marchand fut condamné à l'exil. On lui laissa la vie sauve, mais on le dépouilla de tout. Il fut chassé hors des murs et personne ne lui tendit la main. Après cet événement, Arnulf renforça encore davantage sa position à la cour. Mais il ne devint pas orgueilleux. Il continuait à se promener dans les rues sans garde du corps, à parler aux artisans et à écouter les plaintes des paysans. La sœur d'Arnulf remarqua que son frère était devenu plus silencieux. Il pensait souvent au passé. Elle comprenait que ce n'était pas la peur qui le tourmentait, mais le souvenir du jour où il s'était retrouvé pour la première fois dans la rue et où personne n'avait eu pitié de lui. Pendant ce temps, le voyageur qui avait révélé la cachette secrète du marchand resta également à la cour.
C'était un homme au passé inhabituel. Il savait lire, écrire et connaissait les lois des terres voisines. Arnulf proposa de le prendre comme scribe. Le roi accepta et cette décision s'avéra bientôt judicieuse, car un nouveau malheur se profilait à l'horizon. Des rumeurs circulaient dans la ville au sujet d'un complot contre le roi. Les gens disaient que certains nobles se réunissaient secrètement pour discuter de la manière de se débarrasser d'Arnulf, car il avait bouleversé l'ordre établi. Ces rumeurs semblaient fondées, car les impôts étaient désormais répartis différemment et les riches perdaient leurs privilèges. Une nuit, quelqu'un a incendié le grenier à grains appartenant au roi. L'incendie était important et beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un accident. Mais Arnulf a trouvé des preuves que cela avait été fait intentionnellement. Le roi était furieux. Il a ordonné de trouver les coupables et c'est là que le véritable thriller a commencé. Après l'incendie, le roi ordonna de doubler la garde du château. Mais l'inquiétude ne faisait que croître. Le grenier à blé n'était pas seulement un bien immobilier, c'était la réserve pour l'hiver de toute la région. Les gens craignaient la famine et le mécontentement pouvait se transformer en révolte. Arnulf commença sa propre enquête. Il ne se fiait pas uniquement aux dénonciations. Il alla voir les artisans et les gardes qui vivaient le plus près du grenier. Un vieux forgeron lui dit qu'il avait vu une ombre vêtue d'un manteau riche pendant la nuit et que, d'après sa démarche, ce n'était pas un paysan. Une jeune lavandière se souvint avoir entendu quelqu'un parler d'une torche et d'un ordre venu d'en haut. Les informations s'assemblaient pour former un tableau. Des nobles étaient à l'origine de l'incendie. Mais cela était difficile à prouver. Les nobles savaient dissimuler leurs traces. Arnulf fit alors ce que personne n'attendait. Il s'adressa aux apprentis scribes, les serviteurs les plus jeunes et les plus discrets de la cour. Il leur demanda de rechercher des erreurs dans les registres des livraisons, car l'incendie ne servait qu'à ceux qui voulaient dissimuler un manque à gagner. Les apprentis, que personne ne remarquait habituellement, travaillèrent de nuit. Ils découvrirent qu'un des nobles avait fait passer du grain à des villages inexistants. C'était la première preuve tangible. Lorsque Arnulf l'apporta au roi, beaucoup de membres du conseil furent stupéfaits. Personne ne croyait que de simples élèves avaient pu découvrir une fraude là où de nobles juges avaient échoué. Ce fut là une manifestation de talent caché contre le statut social. Des personnes que l'on croyait vides se révélèrent essentielles à la vérité. Le noble qui avait été démasqué tenta de se justifier. Il affirma que les documents étaient falsifiés et accusa Arnulf de complot. Mais l'un des scribes s'avança et montra un parchemin portant sa propre signature. La foule rassemblée devant le palais réclamait bruyamment une punition. Le roi ordonna l'arrestation du noble, mais cette même nuit, les gardes le trouvèrent mort dans sa cellule. Quelqu'un lui avait tranché la gorge. Cela montrait que le complot était plus vaste qu'il n'y paraissait. Les ennemis n'hésitaient pas à tuer pour dissimuler leurs agissements. La sœur d'Arnulf s'inquiétait pour son frère. Elle lui dit que les ennemis allaient agir avec encore plus d'audace. Arnulf comprit que désormais, chacune de ses décisions serait dangereuse. Entre-temps, le voyageur devenu scribe rapporta avoir entendu une conversation entre deux serviteurs. Il disait que les nobles préparaient une nouvelle attaque, non plus contre le grain, mais contre le roi lui-même. Arnulf se rendit immédiatement auprès du roi et lui raconta tout. Le roi hésita. Il savait qu'une partie de la noblesse était contre lui, mais il ne voulait pas croire que le complot pouvait aller jusqu'au meurtre. Arnulf
proposa alors d'organiser une épreuve, convoquer un conseil au cours duquel tous devraient en prêter serment d'allégeance. Il dit que c'est à ce moment précis que les ennemis se dévoileraient. Le conseil fut fixé au 3e jour après l'incendie. Tous les nobles se réunirent dans la salle. Les habitants de la ville attendaient aux portes, conscients que le destin était en jeu. Le roi prononça un discours sur la loyauté et la loi. Il exigea que chacun jure de servir non pas son intérêt personnel, mais la couronne. La plupart répétèrent docilement ces mots. Mais 2 nobles restèrent silencieux. Ce fut une erreur. Arnulf les désigna immédiatement et les gardes s'emparèrent d'eux. Au même instant, l'un d'eux sortit un poignard et se jeta sur le roi. Tout le monde se figea, mais Arnulf eut le temps de protéger le souverain. Le poignard lui entailla l'épaule, mais le coup manqua sa cible. Les gardes ont plaqué les assaillants au sol. La salle a éclaté en cris. Les gens ont compris qu'il y avait bien eu complot. Arnulf, couvert de sang, se tenait près du roi. Et le peuple a compris. C'était cet homme, autrefois chassé de la boutique, qui avait sauvé la vie du souverain. Le roi déclara que désormais, ni l'origine ni la richesse ne pouvaient être supérieures à l'honneur et à la loyauté. Mais il restait encore un dénouement à venir, car selon les rumeurs, l'ancien marchand était toujours en vie et se cachait dans les bois, où il rassemblait de nouveaux partisans. Après les événements du Conseil, le roi renforça sa confiance en Arnulf. Sa blessure guérissait, et chaque jour, de simples citoyens venaient lui exprimer leur gratitude. Le peuple voyait qu'il était prêt à donner sa vie pour le roi. Les nobles craignaient désormais de s'opposer ouvertement à lui, mais la conspiration n'avait pas disparu. Elle s'était simplement effacée. Les rumeurs sur le marchand reprirent de plus belle. On disait qu'il rassemblait autour de lui des exilés et des mercenaires, leur promettant de l'or et de nouvelles terres. Sa haine envers Arnulf était devenue légendaire. Il jurait qu'il reviendrait et détruirait celui qu'il avait privé de sa richesse et de sa gloire. Les gardes ne parvenaient pas à le trouver. Le marchand se déplaçait secrètement, ne s'attardait pas au même endroit et bénéficiait du soutien de ceux qui manquaient de pain ou qui étaient mécontents du nouvel ordre établi. Peu à peu, il devint le symbole des mécontents. Un jour, une rumeur se répandit dans la ville, selon laquelle le marchand préparait une attaque pendant la fête royale. Cette fête devait avoir lieu en l'honneur de la récolte. Les gens s'y préparaient à l'avance et personne ne voulait croire que ce jour de joie pouvait se transformer en jour de malheur. Mais Arnulf sentait le danger. Il commença à vérifier chacun de ses pas. Il ordonna de répertorier tous les entrepôts où étaient stockés les produits destinés à la fête. Il ordonna aux gardes de contrôler les étrangers qui arrivaient dans la ville. Mais malgré toutes ces mesures, l'inquiétude persistait. La sœur d'Arnulf remarqua sa fatigue. Elle lui dit que le passé ne les lâcherait pas tant que le marchand n'aurait pas été définitivement arrêté. Arnulf le comprenait. Il savait qu'une bataille décisive les attendait et que son issue déterminerait non seulement son destin, mais aussi celui de toute la ville. La veille de la fête, un conseil se réunit au château. Le roi demanda à Arnulf s'il fallait annuler la célébration, mais Arnulf répondit que cela serait un signe de peur et que le peuple ne devait pas voir de faiblesse. Il proposa de renforcer la sécurité et d'être prêt à faire face à toute menace. La fête commença tôt le matin. La place était remplie de monde. Les musiciens jouaient, les marchands distribuaient des friandises. Le roi se présenta devant le peuple avec ses conseillers, et la foule l'accueillit avec des cris. Arnulf marchait à ses côtés, observant attentivement les visages.
C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Parmi les festivaliers se trouvaient des personnes vêtues de capes identiques. Leurs mains étaient cachées, leurs regards tendus. Arnulf comprit qu'il s'agissait de mercenaires. Il fit signe aux gardes qui se dirigèrent vers eux. Mais au même instant, un cri retentit sur la place. Une flèche fut tirée depuis le toit d'une maison et frappa le bouclier d'un garde. Les gens se précipitèrent dans tous les sens, pris de panique. Ce fut le chaos. Les mercenaires dégainèrent leurs épées et il devint évident qu'il s'agissait d'une attaque planifiée. La foule se précipitait dans tous les sens, les femmes criaient, les enfants tombaient par terre. Le roi tentait de maintenir l'ordre, mais les ennemis avançaient. Arnulf a dégainé son épée et s'est placé devant le roi. Sa garde maintenait l'ordre, mais les ennemis étaient de plus nombreux qu'ils n'y paraissaient. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Ceux que personne n'attendait sont venus à la rescousse, des artisans, des scribes et de simples paysans qui étaient là venus assister à la fête. Ils ont saisi des bâtons, des pierres, et ont commencé à défendre les leurs. Le peuple se rangea du côté d'Arnulf, car il avait toujours été à leur côté. La bataille sur la place fut féroce. Les mercenaires criaient que le marchand les poursuivait, mais personne ne voyait son visage. Arnulf comprit que s'il ne remportait pas la victoire aujourd'hui, la ville serait en feu demain. Lorsque la bataille s'est calmée, la place était jonchée de cadavres. Plusieurs mercenaires ont été capturés. Leur interrogatoire a révélé que le marchand était bien derrière l'attaque. Il avait l'intention de se montrer en ville, mais au dernier moment, il avait décidé de rester caché. Le roi a déclaré que l'objectif était désormais clair, il fallait trouver le marchand et l'arrêter pour de bon. Arnulf regardait la foule. Les gens étaient les blessés et effrayés, mais leurs yeux brillaient de détermination. Il comprit que ce peuple sous-estimé était devenu une véritable force. Mais la dernière étape, la plus dangereuse, restait à franchir. Après l'attaque pendant la fête, la ville vivait dans l'angoisse. Les gardes renforçaient leurs patrouilles, les portes se fermaient plus tôt que d'habitude et des contrôles avaient été mis en place sur les routes. Mais les gens comprenaient que la menace n'avait pas disparu. Le marchand était vivant et sa haine devenait de plus en plus dangereuse. Lors de son interrogatoire, l'un des mercenaires capturés avoua que le marchand se cachait dans les anciennes catacombes à l'extérieur de la ville. Ces catacombes étaient encore utilisées pendant la guerre et peu de gens les connaissaient. On pouvait s'y cacher pendant des semaines. Le roi voulait envoyer un grand détachement, mais Arnulf s'y opposa. Il dit que le marchand attendait justement cela et avait préparé un piège. Il proposa d'y aller en petits groupes afin de prendre l'ennemi par surprise. Le roi accepta, même s'il comprenait que c'était risqué. Cette même nuit, Arnulf partit avec quelques soldats et son fidèle scribe errant. Ils avancèrent sur des sentiers envahis par la végétation jusqu'à ce qu'ils atteignent l'entrée des catacombes. À l'intérieur, ça sentait le moisi et la moisissure, et les murs étaient recouverts de mousse. Chaque écho de leurs pas résonnait comme un coup de cloche. Arnulf marchait en tête, tenant une torche. Il savait que c'était ici que son destin allait se jouer. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'une affaire royale, mais aussi d'un compte à régler personnellement. Autrefois, il avait été chassé de la boutique par le marchand, et maintenant, les deux hommes se retrouvaient pour un dernier face-à-face. Au fond des catacombes, les hommes du marchand les attendaient. Dans l'obscurité, des torches s'allumèrent et sa voix se fit entendre. Il déclara que le jour de la vengeance était enfin arrivé. Il accusa Arnulf de lui avoir volé sa vie, sa richesse et son honneur.
Le combat éclata instantanément. Les guerriers se battirent dans les passages étroits, les coups d'épée résonnaient comme le tonnerre. Arnulf se fraya un chemin et finit par apercevoir le marchand. Celui-ci portait une armure, bien qu'elle ne lui allait pas très bien. Ses yeux brûlaient de haine. Ils se retrouvèrent face à face. Le marchand cria qu'il avait autrefois pu décider de son sort d'un seul mot et qu'il allait maintenant reprendre le pouvoir. Arnulf ne répondit pas. Il comprenait qu'il était inutile de discuter. Seules les actions comptaient. Le combat fut long et difficile. Le marchand se battait avec férocité, mais sans habileté. Ses coups étaient grossiers, basés uniquement sur la force. Arnulf, quant à lui, se déplaçait avec plus de précision et de calme. Il utilisait l'expérience qu'il avait acquise en vivant parmi les gens simples et en apprenant à survivre sans armes. Finalement, un coup fit tomber l'épée des mains du marchand. Il tomba à genoux, essayant d'attraper son poignard. Arnulf posa son pied sur sa main et l'en empêcha. Les soldats se figèrent, s'attendant à ce qu'il tue son ennemi. Mais Arnulf leva les yeux et déclara que la mort serait une issue trop facile pour lui. Il ordonna que le marchand soit ligoté et conduit devant le peuple. Lorsque leur détachement revint en ville, les gens s'étaient rassemblés sur la place. Le marchand fut amené enchaîné. La foule réclamait son exécution, criant que le sang et la trahison devaient être payés par le sang. Mais Arnulf s'avança et déclara qu'un véritable procès devait se dérouler devant les yeux de tous. Le marchand eut la parole. Il tenta de se justifier, affirmant qu'il avait tout perdu à cause de la jalousie, que le conseiller lui avait volé sa vie. Mais le peuple ne le croyait pas. Les gens se souvenaient de sa cupidité, de sa trahison et de sa tentative de gâcher la fête. Le roi a déclaré qu'il serait condamné à l'exil éternel, sans droit de retour pour tous ses crimes. Il a été emmené hors des murs et personne n'a plus jamais entendu parler de lui. La foule jubilait. Pour les gens, c'était le signe que la justice existait. Mais Arnulf savait que la victoire avait coûté cher. La ville était ravagée, les céréales brûlées, et un hiver rigoureux s'annonçait. Il devait à nouveau penser non pas à la gloire, mais à la façon de préserver son peuple. L'hiver arriva tôt. Les premières neiges tombèrent dès la fin de l'automne, et la ville n'était pas prête à affronter le froid. Le grenier, détruit par le feu, avait privé les habitants de leurs réserves habituelles de céréales. Les gens commencèrent à se partager les derniers sacs de farine. Le roi était sombre. La fête s'était transformée en malheur, et désormais, la famine menaçait tout le monde. Arnulf comprenait que la responsabilité lui incombait. Il rassembla les artisans et leur proposa de chercher ensemble une solution. Quelqu'un dit qu'il y avait des récoltes excédentaires dans les terres voisines. Mais comment les transporter si les routes étaient encombrées de neige et que des brigands rôdaient dans les forêts? Arnulf proposa alors un plan risqué. Il se souvint des anciens passages souterrains qui menaient de l'autre côté de la rivière. Autrefois, les marchands les empruntaient pour ne pas payer de droits de douane. Beaucoup pensaient que ces passages étaient ensevelis depuis longtemps, mais Arnulf les connaissait depuis son enfance. C'est par là qu'il s'était enfui autrefois, lorsqu'il vivait comme un mendiant. Le roi avait des doutes, mais il n'y avait pas d'autre solution. Arnulf rassembla une troupe de courageux, un forgeron, un scribe errant et plusieurs jeunes guerriers. Ils se mirent en route à travers la neige et le vent glacial. La traversée s'avéra difficile. Dans les tunnels étroits, l'air manquait, les murs s'effondraient et chaque pas risquait de provoquer un éboulement. Mais Arnulf guidait le groupe avec assurance. Il se souvenait de chaque bifurcation.
Les guerriers s'étonnaient. D'où le conseiller tenait-il ces connaissances? Mais il répondait simplement que le passé ne disparaissait jamais. Quand ils arrivèrent dans la vallée voisine, ils découvrirent qu'il y avait effectivement des réserves de céréales. Mais le propriétaire de ces terres était un duc connu pour sa cupidité. Il déclara qu'il ne vendrait le blé qu'en échange d'or, dont la ville n'avait presque plus. Arnulf proposa une autre solution. Il déclara qu'il était prêt à échanger non pas de l'or, mais le savoir-faire des habitants de la ville. Les forgerons pouvaient forger des armes, les artisans construire des ponts, les scribes tenir les comptes. Le duc rit, mais se remit ensuite à réfléchir. Il comprit que c'était avantageux. Finalement, l'accord fut conclu. Ainsi, le talent caché contre le statut social se manifesta à nouveau. Là où la richesse n'avait pas aidé, les compétences des gens simples sauvèrent la situation. Le détachement revint avec des sacs de céréales. La ville les accueillit comme des héros. Les gens disaient que c'était grâce à Arnulf et à son courage qu'ils survivraient à l'hiver. Mais les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. Parmi les lettres apportées par le détachement, il y en avait une étrange. Elle était scellée du sceau d'une vieille famille. Lorsque Arnulf l'ouvrit, son cœur se serra. La lettre disait que sa mère et ses sœurs avaient autrefois été liées à cette famille et qu'il avait lui-même droit à un héritage dont personne n'avait connaissance. Sa sœur, après avoir lu la lettre, se mit à pleurer. Elle se souvint que leur mère portait toujours sur sa poitrine un médaillon avec ce blason, mais qu'elle ne lui avait jamais expliqué sa signification. Ce fut le dernier rebondissement. Arnulf était lié par le sang à l'une des maisons nobles, sans même le savoir. Il en parla au roi. Celui-ci resta longtemps silencieux, puis dit que cette parenté ne changeait rien à ce qu'Arnulf était devenu. L'important, c'étaient ses actions, pas son sang. Mais pour les nobles, ce fut un choc. Désormais, Arnulf avait le droit légitime de siéger au conseil, non seulement en tant que conseiller, mais aussi en tant qu'héritier d'une ancienne lignée. L'hiver se prolongeait, mais les gens vivaient dans l'espoir. Ils savaient qu'ils le traverseraient ensemble. Et la dernière étape les attendait, un procès public où tous les événements de l'année devaient être résumés. Le printemps fut difficile, mais avec lui, la vie revint dans la ville. La neige fondait, les champs verdissaient lentement, et les gens se préparaient à nouveau à semer. Il semblait que les épreuves étaient derrière eux, mais un autre événement les attendait. Le procès public, où tous les malheurs de l'année écoulée devaient être résumés. Toute la ville s'était rassemblée sur la place. Le roi avait ordonné qu'une haute estrade soit érigée afin que les gens puissent tout voir de leurs propres yeux. C'est là que devait être prononcé le verdict à l'encontre de ceux qui avaient participé au complot, qui avaient incendié la grange et préparé l'attentat. Parmi les accusés se trouvaient plusieurs nobles qui avaient caché leur culpabilité jusqu'au dernier moment. Le roi a commencé son discours. Il a déclaré qu'il ne permettrait plus que la richesse et la noblesse servent de bouclier aux criminels. Il a rappelé comment Arnulf l'avait sauvé du poignard et de la famine, et a ajouté que ce sont les gens simples qui se sont révélés être le pilier du royaume. La foule a applaudi ces paroles. Puis, la parole fut donnée à Arnulf. Il dit qu'il avait autrefois été chassé de la boutique d'un marchand parce qu'il avait l'air pauvre et inutile. Mais c'est précisément cela qui lui avait appris à apprécier non pas la richesse, mais la vérité et la loyauté. Il dit que l'honneur ne se mesure pas à l'or, mais aux actes. Les gens écoutaient en silence, mais leurs yeux brillaient de fierté.
Le procès s'est terminé par une sentence sévère. Les nobles reconnus coupables ont été dépouillés de leurs titres et de leurs terres. Leurs familles devaient désormais vivre comme de simples citadins. La foule ne voulait pas de sang, elle voulait voir la justice rendue. Après le procès, le roi a officiellement déclaré qu'Arnulf avait droit à l'ancien titre, confirmé par une lettre attestant de sa parenté. Mais Arnulf a refusé. Il a dit qu'il ne voulait pas s'élever au-dessus des autres à cause de son sang. Il a accepté de rester conseiller, mais de vivre comme avant, parmi le peuple. La sœur d'Arnulf souriait à travers ses larmes. Elle savait que son frère avait choisi une voie qui le rendait plus fort que n'importe quel titre. Le scribe errant, qui avait autrefois aidé à capturer le marchand, resta à la cour et devint son assistant le plus proche. Les forgerons et les artisans, dont les compétences avaient sauvé la ville de la famine, obtinrent la reconnaissance et des terres pour leurs ateliers. Quant au marchand, il ne revint jamais. On disait qu'il était mort en exil, sans que personne ne se soucie de lui. Pour les gens, cela devint un rappel. La cupidité et l'orgueil mènent au néant, tandis que la miséricorde et l'honnêteté mènent au respect. À l'été, la ville reprit vie. Les champs verdissaient, les marchés regorgeaient à nouveau de marchandises, et les gens souriaient plus souvent. Arnulf se tenait sur la place et regardait les enfants courir entre les étals. Il savait que de nouvelles épreuves et de nouveaux malheurs les attendaient, mais désormais, la ville avait une force, celle d'un peuple qui avait compris qu'il était capable de se défendre. L'histoire qui avait commencé lorsqu'un marchand avait chassé un mendiant de son échoppe s'était terminée par la nomination de ce mendiant au poste de conseiller du roi et par son accession au statut de symbole de la justice. Ce jour-là, la foule resta longtemps sur place. Les gens avaient le sentiment d'avoir été témoins d'un changement qu'il serait impossible d'oublier. Et chacun comprenait qu'à partir de maintenant, personne n'oserait plus traiter un homme de misérable simplement parce qu'il était pauvre ou inconnu.